La nouvelle de la semaine, sans surprise, c'est évidemment la mort du pape François qui nous a quittés à 88 ans lundi de Pâques dernier après 12 ans, 1 mois et 8 jours de pontificat. Benjamin Boivin, quel sera selon toi l'héritage le plus durable de François pour l'Église et pour le monde? Bien, je pense vraiment que sous le pontificat de François, il y a eu un renversement des pôles dans l'Église. Pour la première fois, je pense que l'Église a pris conscience du fait que, principalement, en fait, le peuple de Dieu se trouvait dans le sud global et qu'à la tête de l'Église, maintenant, avec lui, on avait un représentant du sud. Et ça s'est manifesté de diverses manières. Probablement on pourrait les énumérer, il y en aurait de nombreux exemples, mais probablement que ce qui va être le plus durable pour l'Église, c'est vraiment dans la sélection des cardinaux. Les cardinaux qui ont été créés durant les 12 dernières années ont un profil complètement différent de ceux qui avaient été créés auparavant. Traditionnellement, dans l'Église, on a des sièges cardinalistes. C'est pas officiel, c'est pas requis par le droit canon. Mais par exemple, à Paris ou à Berlin ou dans les grandes villes européennes en général, grandes villes nord-américaines, grandes villes de l'Australie, il y avait toujours certains sièges qui étaient associés à la pourpre cardinaliste. Dès la première occasion, lorsqu'on était évêque ou archevêque dans ces lieux-là, on devenait cardinal. Complètement différent aujourd'hui. En France, il n'y a aujourd'hui d'archevêque métropolitain cardinal que celui de Marseille, par exemple. Et partout à travers l'Europe, il y a des sièges qui ne sont plus occupés par des cardinaux. Alors que des cardinaux ont été créés dans des pays, des très petits pays mineurs qui, auparavant, avaient Le Rwanda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée... La Mongolie. L'Albanie. La Mongolie, tout ça. Bon, il y a de nombreux exemples. Donc ça, c'est... Excuse-moi, qui sont pas au sud, tous, ces pays-là, mais qui sont tous, qui ont pour point commun d'être vraiment à la marge des grands pôles décisionnels du monde économique et politique. Oui, ça, c'est comme un mode d'expression de cette idée de rejoindre les périphéries existentielles, les périphéries de toutes les sortes, en fait. Il y a aussi des choix de cardinaux qui sont intéressants dans le sens où c'est pas nécessairement des cardinaux qui viennent du Sud ou du tiers-monde, mais des cardinaux qui sont choisis dans des circonstances étranges. Bon, par exemple, on va avoir des cardinaux qui sont des évêques suffragants d'une province ecclésiastique où l'archevêque lui-même n'est pas cardinal. Ou encore des évêques auxiliaires, c'est-à-dire des assistants d'évêques qui sont créés cardinaux, alors que l'évêque du lieu lui-même n'est pas cardinal. Donc, ils les auraient choisis beaucoup plus pour leur qualité personnelle que pour leur poste, autrement Oui, leur dit. qualité personnelle, leur degré d'adhésion au programme du pape François, des choses comme celle-là. Et donc, vraiment, le pape François a chamboulé pas des règles, parce que c'est pas des règles qui étaient obligatoires, mais les manières de faire dans la composition du collège cardinaliste, si bien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir quel sera le résultat du conclave. C'est toujours très difficile, mais ce l'est d'autant plus que ces gens-là ne se connaissent pas entre eux et pour plusieurs viennent de pays qui n'ont jamais eu d'influence ou d'autorité dans l'Église universelle comme c'est le cas maintenant. Donc, ça risque d'influencer le choix du prochain pape, mais possiblement même des 2, 3 et de tous les papes à venir dans l'Église. 80 des cardinaux électeurs aujourd'hui ont été créés par le pape François. Plusieurs ont dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ils vont être là pour longtemps. Habituellement, les papes, lorsqu'ils sont élus, ils font un mandat d'environ 12 à 15 ans. Donc, il est probable que certains d'entre eux fassent 1, 2, voire 3 conclaves. Et évidemment, si le prochain pape est choisi parmi les 80 qui ont été nommés par le pape François, lui-même sera un héritier du pape François. Donc, pour l'histoire de l'Église, des 2, 3 prochaines générations de nos vies à venir, ça va être extrêmement important. Autant important probablement que ce que Jean-Paul II a réussi à faire avec le collège cardinaliste, qui a duré très longtemps également. De quelle autre manière est-ce qu'on peut voir que le pape François a renversé, disons, le centre de l'Église en le faisant passer du nord au sud? Bien, on le voit, par exemple, dans la diplomatie. Le Saint-Siège, le Vatican, a toujours été un État très actif sur le plan des relations internationales, même si on dit souvent qu'il s'agit d'un État sans armée, parce qu'après tout, c'est un micro-État qui n'a pas de pouvoir de coercition, mais qui a un rôle symbolique et diplomatique très important. Et la diplomatie vaticane, disons, de la deuxième moitié du 20e siècle, elle a beaucoup été articulée autour d'une forme d'alliance tacite, non officielle, avec les grandes puissances occidentales, notamment durant le 20e siècle contre le bloc soviétique, et par la suite, vraiment, comme dans la consolidation d'un espace occidental où certains principes chrétiens ont cherché à être préservés. Mais maintenant, le pape François, depuis qu'il est arrivé, il est vraiment le représentant d'une nouvelle vision de la diplomatie vaticane, davantage axée sur l'axe des puissances émergentes. Donc, par exemple, si on prend des exemples concrets, dans le conflit israélo-palestinien qu'on voit actuellement, la propension du pape François à appuyer plus fortement le peuple israélien que le peuple palestinien que le peuple israélien, ça a été largement critiqué par une partie des catholiques conservateurs américains et européens qui étaient habitués à avoir une perspective beaucoup plus nuancée.
Dans le Israël conflit... aussi. Oui, c'est ça, évidemment, par Israël. Et dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, par exemple, on aurait attendu peut-être des deux prédécesseurs du pape François une prise de position plus claire en faveur de l'Ukraine, alors que le pape François, finalement, a pris une certaine distance à l'égard de la plupart des pays occidentaux qui se sont montrés très favorables à l'Ukraine. Le pape François s'est montré dans une position mitoyenne, où il cherche à faire des ponts entre deux peuples qui, finalement, ont leurs propres préoccupations, leurs propres besoins, et puis l'important, c'est de faire la paix, pas de la faire au profit de l'un et aux dépens de l'autre. C'est sûr que ça choque les sensibilités occidentales ou les espèces d'a priori là, qu'il y avait dans la géopolitique mondiale. Mais je pense qu'à long terme, ça peut être aussi bénéfique pour la crédibilité du Vatican lorsque, par exemple, le Vatican, le Saint-Siège se propose d'agir à titre d'intermédiaire ou de médiateur dans un conflit, la neutralité ou, disons, cet a priori-là, oui, justement, est moins présent. Tout à fait. D'ailleurs, le Vatican, traditionnellement, partait d'une posture de neutralité, puis c'est une neutralité qui a été un peu entamée, pourrait-on dire, par les circonstances politiques de la deuxième moitié du 20e siècle, la guerre froide, et peut-être, en fait, que le pape François est, sur cette question-là, plus traditionnaliste, en fait, que ses prédécesseurs, parce que si on pense au pape du 19e siècle et au début du 20e siècle, prendre position en faveur d'un État ou d'un autre dans une guerre, même si, bon, on peut sembler voir que l'un des deux pays est beaucoup plus sauvage ou agressif ou militaire que l'autre, c'était pas la tradition. La tradition, c'était de chercher la paix et pas de prendre un parti. Benjamin Boivin, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup pour cette analyse. Bienvenue.